et que les professionnels soient respectés pour leur travail. Bon, Daniel Chassaing, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez? Non, non, moi je... Ou non plus? Non, non, mais attendez, je pense que c'est normal qu'il y ait une augmentation de la consultation supérieure à ce qui est proposé. Ensuite, c'est les négociations. Mais je voulais revenir un tout petit peu sur les IPA, parce que, si vous voulez, on va installer une IPA dans la campagne où on va pouvoir avoir un accès directement. Mais dans la loi, on dit « Ah mais non, il faut que ce soit le médecin qui coordonne ». Donc s'il n'y a pas d'unité, de binôme entre l'IPA, l'infirmière pratiquant et le médecin, ça ne peut pas fonctionner. Et bon, la loi est votée. J'espère que, eh bien, le gouvernement, le ministre, puisqu'il a dit qu'il fallait coordonner, ben, reviendra à ce qu'il y ait un médecin et une IPA et qui travaillent ensemble en symbiose. On va gagner du temps médical et le médecin pourra davantage prendre de clients. Je voudrais quand même vous entendre, bien sûr, la grogne des médecins. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs quand même manifestations, encore hier dans les rues. Est-ce que les motifs de leur colère pour vous sont justifiés? Est-ce que vous comprenez leurs revendications sur la hausse du tarif de la consultation? Voilà, il y a le tarif de la consultation, mais il y a beaucoup l'IPA. Moi, j'ai énormément de confrères qui m'ont appelé. Et si vous voulez, tous les conseils de l'ordre, le Conseil de l'ordre national, je vous ai cité les propos du Conseil national de l'ordre, mais j'ai vu le Conseil de l'ordre national de la Corrède, de la Haute-Vienne, c'est à peu près la même chose. Parce que, si vous voulez, on va aller vers une usine à gaz et on ne peut pas laisser seule une infirmière de pratique avancée. Il faut qu'elle soit liée à un médecin. D'ailleurs, c'est marqué dans la loi. Et donc, pour qu'elle soit liée, ben, il faut qu'ensemble, ils décident des malades qui vont voir chacun. Et l'infirmière pratique avancée, je répète, je suis tout à fait pour l'encourager davantage de formation, mais travailler en lien très étroit avec le médecin. Là, c'est quelque chose de logique. Bon, Corinne Imbert, je voudrais vous entendre quand même sur cette question la hausse du tarif de la consultation de base que réclament aujourd'hui les médecins libéraux. Est-ce que pour vous, il faut pouvoir augmenter cette consultation de base? Est-ce que 50 € c'est justifié alors qu'aujourd'hui nous sommes à 25? C'est une augmentation est justifiée. Et puis replaçons-nous dans le contexte et dans le temporalité. N'oublions pas que nous sortons aussi de 3 ans de pandémie où les professionnels de santé et dont les médecins généralistes ont été énormément sollicités. Et puis, comme le rappelait Bernard Jomier, dernière revalorisation de l'acte 2017, une convention de négociation pour les 5 ans à venir, très raisonnablement, et je l'ai dit tout à l'heure, 1,50 €, c'était presque une insulte vis-à-vis des médecins généralistes. Alors quel niveau, ce n'est pas à moi de le déterminer non plus, mais une revalorisation de la cotation est indispensable. Dans ce contexte, en tout cas, vous avez proposé une indemnisation des rendez-vous non honorés. Ça peut faire partie de la façon de revaloriser la tarification des médecins. Une mesure à laquelle, en tout cas, s'oppose la gauche. Écoutez, hier, la sénatrice communiste du Val-de-Marne, Laurence Cohen. Si le phénomène des rendez-vous médicaux non honorés est réel, avec une estimation entre 6 et 10%, il nous semble que la réponse envisagée n'est pas la bonne. Nous refusons d'ailleurs catégoriquement au niveau de mon groupe le principe en fait d'une taxation des malades. Certaines personnes sont particulièrement vulnérables ou en situation de précarité et ne peuvent honorer des rendez-vous qui avaient été fixés parce qu'elles se trouvent parfois psychologiquement ou matériellement dans l'incapacité, y compris de prévenir. Voilà, c'est ce qu'on a aussi appelé dans les médias la taxe lapin. Alors ces lapins, ils représentent 28 millions de rendez-vous manqués par an en France selon les syndicats de médecins. Et selon la CNAM, ce serait un taux d'annulation de 3 à 4%. Bon, on voit qu'il y a débat et qu'on ne sait pas exactement ce que ça représente. Corinne Imbert, qui annule? Est-ce que aussi on ne peut pas parfois annuler pour des bonnes raisons? Qu'est-ce que prévoit exactement ce que votre amendement? Non, mais bien sûr qu'on peut annuler un rendez-vous pour de bonnes raisons. Ce qui n'est pas tout à fait normal, c'est qu'on prenne des rendez-vous, qu'on multiplie les demandes de rendez-vous et qu'on n'aille pas à un rendez-vous sans s'excuser. Ça, déjà, c'est un minimum de politesse. Bien sûr, ça existe beaucoup, ça? Ça existe. Ces rendez-vous non honorés, vous l'avez dit, vous avez rappelé le chiffre, c'est insupportable. Certainement que des prises de rendez-vous un peu faciles sur des plateformes conduisent à ce type de comportement. Et pourtant,
les plateformes savent vous rappeler avec 2 ou 3 messages votre rendez-vous. Oui, on a tous vécu ça. On l'a tous vécu. On sait. Normalement, on sait. Donc, bien évidemment, le sens de ce qui est dans le texte aujourd'hui, c'est de mettre le débat sur la table, de renvoyer ça effectivement aux négociations entre l'assurance maladie et les médecins. Ils s'en saisiront ou ils ne s'en saisiront pas. Je ne dis pas que c'est simple et je ne dis pas qu'il faut sanctionner tout rendez-vous non honoré. Bien évidemment, il faut seulement juste appeler nos concitoyens un petit peu de responsabilité quand on prend un rendez-vous. Et bien évidemment, un rendez-vous avec une bonne raison, un rendez-vous où on s'excuse ne devrait pas être pénalisé. Moi, ce n'est pas à moi de dire il y aura tant de sanctions. En tout cas, ce sera si l'assurance maladie en décidait et si les médecins en décidaient ensemble, ça serait pour des rendez-vous fautifs, répétés, etc. Après, ce n'est pas forcément les personnes les plus précaires qui n'honorent pas le plus de rendez-vous. Je crois qu'on ne va pas Vous n'êtes pas d'accord avec l'argument de Laurence Cohen qui disait je ne veux pas stigmatiser. Ce qui est sûr, c'est que tous ensemble, on réfléchisse et que chacun se responsabilise face à ces demandes de rendez-vous peut-être un peu excessives et pour qu'il y ait moins de... Le temps médical, il est précieux. Il est rare, donc ne le gaspillons pas. Et oui, il n'y a pas assez de médecins en France. Bernard Jomier, Laurence Cohen, on l'entendait dire, il s'agit souvent de personnes vulnérables, en situation de précarité, souvent matériellement, psychologiquement, dans l'incapacité de prévenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Ça montre la complexité de la question. D'ailleurs, on ne voit pas exactement... On ne connaît pas exactement l'ampleur du phénomène. Il y a des chiffres très variés. Les chiffres ne sont pas les mêmes. C'est ce qu'on a essayé de montrer. Il y a des causes très différentes. On peut citer aussi l'évolution du consumérisme qui traverse toute la société. La simplicité de l'accès aux plateformes qui, en fait, on clique, on prend un rendez-vous, puis on en trouve un autre 3 jours avant, alors on le prend, et puis on ne pense pas annuler l'autre. Bon. Donc, il y a une question. Qu'elle soit mise sur la table, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est qu'on a voté un texte qui prévoit des sanctions et qui prévoit précisément qu'elles soient à la charge de l'assuré social. Et que ce soit les médecins qui négocient ces sanctions. Alors, non, il ne faut pas faire porter aux professionnels de santé. Imaginez le rapport entre un soignant et son patient quand le soignant va dire « Ah bah, je vais vous sanctionner. Je vais vous sanctionner. » Bon. Et d'ailleurs, ça interroge sur la distance qu'il peut y avoir d'ailleurs dans cette relation de prise de rendez-vous. Si vous avez une maîtrise de votre agenda en proximité, vous repérez vite les patients qui ne viennent pas 2-3 fois et puis vous leur dites, vous les appelez, y compris, vous leur donnez plus de rendez-vous. Donc je trouve que la solution apportée n'est pas satisfaisante. Moi, j'ai souhaité que oui, le débat soit mis sur la table, parce que par principe, toute question posée par des organisations professionnelles doit être étudiée, et puis qu'on se donne du temps, par exemple jusqu'au prochain budget de la sécurité sociale, à la fin de l'année, pour voter un texte. Voilà. Ce n'est pas ce qui a été décidé hier. Moi, je le regrette. Je n'étais pas d'accord avec ce dispositif, mais le Sénat en a décidé autrement.